Merci Damien pour cette très belle présentation didactique, un panorama de la valve tricuspique depuis l'embryologie jusqu'à l'âge adulte, qui témoigne un peu de la complexité de cette valve. Comme vous avez dit, nous, chirurgiens en opératoire, déjà la valve normale, il y a une variabilité d'un individu à l'autre. Et des fois, on la qualifie carrément d'empreinte digitale de l'individu, la valve. Chaque personne a une valve, en cas de situation normale. Donc j'imagine dans les situations pathologiques la diversité des lésions qui se présentent à l'échocardiographie. Bien, donc on va ouvrir la discussion. On va certainement commencer avec la première présentation. Monsieur Damien, restez avec nous parce que l'objectif c'est de faire une sorte de table ronde, de faire un tour de questions. D'ailleurs, déjà, j'ai constaté une similitude entre les deux présentations, même si une c'est du côté gauche, l'autre du côté droit. En fait, cette variabilité dans l'expression clinique, cette polarité, d'une part, il y a les formes graves, extrêmement graves à la naissance, que ce soit coarctation, que ce soit Epstein, et d'autre part, les formes frustes découvertes fortuitement, que ce soit l'Epstein, que ce soit la coarctation. Bon, alors la première question, j'ai pour Dr Zaimi, vous avez parlé de dépistage. On sait très bien que c'est une pathologie qui s'annonce à la naissance. Parce que c'est à la fermeture du canal que les choses vont se... Donc on ne peut voir que les facteurs prédictifs d'une éventuelle coarctation. Quelles sont ces coarctations à votre... Tout à fait. Le dépistage anténatal va s'adresser à un certain groupe de patients à risque, notamment lorsque vous avez un antécédent dans la famille de coarctation ou d'obstacles sur le cœur gauche. Et le diagnostic prénatal reste difficile et c'est jamais sûr. Donc il faut suivre de près après la naissance. Et on a certains paramètres à l'écho dont j'ai parlé qui nous disent qu'il faut faire attention, notamment ce déplacement de l'artère sous-clavière, ces indices qu'on calcule. Lorsque vous avez un autre obstacle associé, des anneaux un anneau mitral de petite taille, un anneau aortique de petite taille, sont tous des éléments qui nous alertent. Il y a aussi le sinus coronaire dilaté. Peut-être que Damien a des précisions de plus par rapport au dépistage de la coarctation et par rapport à cette théorie de flux qui ferait le lit de ces coarctations néonatales. Oui, la coarctation, c'est effectivement une malformation qui est passionnante sur le plan du développement parce que il y a certaines coarctations qui sont d'authentiques malformations, qui surviennent dans un contexte malformatif, et puis il y a d'authentiques cardiopathies que j'appellerais fonctionnelles, c'est-à-dire qui, comme tu viens de le dire, Leïla, sont liées à une anomalie de répartition du débit sanguin fœtal, mais vous l'avez dit dans la présentation. Donc toute la difficulté du dépistage anténatal, c'est de savoir comment on est organisé, c'est-à-dire qu'un dépistage anténatal sans examen systématique du cœur pendant la grossesse normale, ça n'a pas beaucoup de sens et je pense qu'au Maroc, ce n'est pas encore organisé comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'obligation, comme nous l'avons en France, d'examiner le cœur fœtal au deuxième trimestre. Mais donc, ça veut dire que ce qui reste très important, et je pense que c'est un vrai message que vous avez aussi donné, hein, qui est que l'examen du nouveau-né inclut la palpation des poux fémoraux avec une limite que je ne sais pas discuter au Maroc, mais que je vais vous expliquer quelle est la limite pour nous en France, c'est que la plupart des mamans sortent des maternités à 3 jours de vie et que la plupart des coarctations se constituent plutôt vers la fin de la première semaine quand elles mettent la vie des enfants en péril. Et donc les coarctations se constituent au domicile quand il n'y a pas eu de dépistage. Donc c'est ça la difficulté. Donc il y a probablement un message pédiatrique ou une stratégie pédiatrique qui pourrait suggérer que les enfants soient examinés une fois à la fin de la première semaine
pour beaucoup d'autres choses que la palpation des poux fémoraux, mais en particulier pour ça. Donc, toujours une question pour Sihem par rapport à l'aortopathie dans la coarctation. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce qu'il y a des messages à donner aux cardiologues? Comme tout le monde sait maintenant que l'aorte est atteinte dans la bicuspidie, mais pour la coarctation, il y a pas, peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il faut continuer de surveiller les patients. Donc effectivement, on peut pas, j'ai pas eu le temps de parler du suivi, mais la coarctation, il ne faut pas considérer la coarctation comme une maladie focale, mais plutôt une aortopathie. Même après une correction de l'aorte, on peut avoir avec le temps l'apparition de plein de complications, notamment de l'hypertension artérielle, alors que l'obstacle est déjà levé. Et cette hypertension artérielle est expliquée entre autres par une réactivité de la paroi aortique qui est altérée. Et il y a aussi les anévrismes intracérébrales. C'est pour ça qu'on considère la coarctation comme une aortopathie générale. D'accord ? Il y a aussi l'origine embryonnaire entre la valve aortique, la même origine embryonnaire entre la valve aortique, l'aorte ascendante et les artères intracérébrales, donc qui explique en partie cette maladie généralisée. Une troisième question. Concernant l'association d'une sténose, enfin une bicuspidie sténosante et une coarctation de l'aorte, comment gérer cette situation? Je sais qu'un Necker, il y a longtemps, ils avaient un papier sur les... En fait, c'est une détresse néonatale. Quand l'enfant a une coarctation serrée, une sténose aortique, il ne faut pas commencer par lever la coarctation parce qu'il y a un risque, soi-disant, de perfusion coronaire. Une fois le barrage de coarctation levé, le patient risque de faire. Donc il faut absolument ne pas commencer par coarctation. Est-ce que vous avez une idée chez l'adulte comment... Chez l'adulte, on ne peut pas aller... Chez l'adulte, il faut aller en deux temps. Il faut commencer d'abord par la valve aortique et éventuellement aborder la coarctation par la suite. Je ne sais pas si... Professeur Bonnet a quelques explications à nous donner. C'est difficile. En fait, tout le problème, c'est de savoir si les coronaires sont normales ou pas. Donc, chirurgicalement, faire une coarctation chez un adulte, c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas chirurgien, mais... Quand je suis déjà allé au bloc, la paroi elle est presque transparente, hein, donc c'est vraiment très délicat. Donc les coarctations de l'adulte, on les traite par voie percutanée. Donc après, si le patient n'est pas coronarien, je pense qu'on peut raisonnablement lever partiellement la coarctation et faire la valve aortique, parce que faire une opération en circulation extracorporelle avec une coarctation, c'est pas tout simple. Je suis pas sûr que le malade qui est plein de collatérales dans le thorax soit facile à refroidir. En tout cas, je pense que c'est une vraie question stratégique et qu'il faut s'interroger pour chaque patient. Mais je prendrais comme précaution d'avoir une documentation de l'anatomie coronaire, effectivement, avant de lever la coarctation quand le patient a une sténose aortique. Le problème, c'est un problème d'anesthésie. Quand on commence par une coarctation avec un rétrécissement aortique serré, l'anesthésiste va un peu souffrir pour gérer un rack serré, enfin, sténose aortique, changement de position, c'est pas évident. Hein. Bon, heureusement qu'il y a effectivement la solution des traitements percutanés. On peut faire effectivement un traitement, le lever de l'obstacle coarctation et opérer après. Tout à fait. Okay. Je vais profiter de la présence du professeur Damien Bonnet pour deux petites questions, toujours dans le domaine de la coarctation. D'abord, la place du scanner, même chez le nouveau-né et l'enfant, dans votre pratique. Nous, on a la main un petit peu facile quand on a du mal à voir l'étendue de la coarctation, dans les hypoplasies notamment. Qu'en est-il dans votre pratique quotidienne? Et la deuxième question,
c'était par rapport à la dilatation donc, de la coarctation chez le grand enfant. Est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel on dilate? On peut dilater les coarctations natives chez les enfants et la mise en place de stents ou non. Est-ce qu'il y a un âge aussi ou est-ce qu'on n'en met pas en général? Donc c'est pour que les cardiologues aussi aient des messages clairs. Alors, là-dedans, tout ce que je vais dire est discutable. Donc, je vais vous dire comment on fait nous, mais on peut tout le temps discuter et dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que une seule chose est sûre, c'est que décrire l'anatomie de la crosse de l'aorte chez un nouveau-né, c'est de l'écho. Donc, nous, on fait jamais de scanner. Jamais, jamais, jamais de scanner. Chez des enfants de moins de 2-3 mois, on décrit l'anatomie au demi-millimètre près en échographie avec une précision nettement meilleure que le scanner. Nettement meilleure. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire un scanner pour faire le diagnostic de coarctation de l'aorte chez un bébé, un petit bébé. Après, une fois qu'on a franchi quelques mois, je ne vais pas donner de limite, mais voilà, on va dire au-delà de 6 mois, ça peut être plus difficile. Mais il faut savoir quelle est la question. La question, c'est de savoir si on doit réparer par devant ou par le côté. Donc, si c'est ça la question, c'est complètement exceptionnel, en dehors de malformations cardiaques congénitales complexes associées, que l'aorte soit tellement hypoplasique qu'on doive la réparer par devant chez un enfant qui est grand. Voilà. Donc, en gros, pour faire le diagnostic et guider le chirurgien, on n'a quasiment jamais besoin de scanner. Quasiment jamais. Donc, après, il y a dans des cardiopathies complexes, c'est-à-dire quand il y a des associations malformatives, ce que je viens de dire n'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, le degré d'extension de l'hypoplasie, la nécessité de passer par devant, en gros, la stratégie, peuvent nécessiter qu'on ait une imagerie multimodalité. Donc, dans les coarctations isolées, on fait quasiment jamais de scan. La deuxième chose, c'est on ne dilate les coarctations du petit enfant que quand ils sont en péril. Sinon, le traitement est chirurgical. Très bien. Donc, on dilate des bébés qui sont en défaillance multiviscérale et qu'on n'arrive pas à rattraper en ouvrant le canal artériel avec de la prostine. Mais les autres, on ne les dilate pas. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, et donc c'est toute la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire grand. Donc, en gros, si l'enfant a une coarctation serrée, il va avoir des collatérales, il pourra être opéré assez simplement, sans qu'il y ait trop de difficultés et sans trop de risque de paraplégie, enfin avec un risque mineur de paraplégie, je devrais dire. On va dire, c'est un peu à la louche, hein, mais je dirais jusqu'à prépubère, moi je ferais de la chirurgie. Et après, on met des stents. Voilà. Ok. On passe à on met des stents parce qu'on peut éventuellement les dilater après. Et donc, on a des très bons résultats. Donc, nous, on va dire à partir de 12 ans, on va traiter par voie percutanée les coarctations diagnostiques tardifs. On passe à la... Pardon. Allez-y. C'est bon, oui. On passe à la deuxième... Non, je vais dire, c'est juste discutable. Voilà. Très bien. On passe à votre présentation, la valve tricuspide. Restez avec nous, Dr Zaimi, peut-être si vous avez un commentaire. Alors, j'ai une première question qui vient d'atterrir. Dans quelle situation opérer la valve tricuspide à la naissance et comment? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Doit-on faire une étude génétique systématique devant une coarctation? Ça, encore la coarcte. Deux petites questions. Hein. La première concerne la tricuspide et la deuxième la coacte. On va commencer par la valve tricuspide. Alors la chirurgie tricuspide à la naissance, c'est vous le chirurgien. Moi, je dirais, il y a, comme dans beaucoup de situations, il y a bien sûr des gens qui ont
qui ont marché sur la Lune, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la chirurgie tricuspide, comme ils ont réussi une fois, ils ont fait un papier, et donc c'est dans la littérature. Bon, c'est l'enfer. C'est minuscule, c'est très très difficile. Dans des situations, on va dire, catastrophiques, on peut discuter d'y aller parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a quand même très souvent la solution de la fermer, enfin de la fermer, c'est pas facile, mais de fermer l'orifice tricuspide et de partir sur une stratégie univentriculaire. Voilà. Si on veut sauver la vie dans une situation extrême, c'est difficile chez le petit, enfin vous répondrez mieux que moi, mais il vaut peut-être mieux dans ces situations extrêmes fermer l'orifice tricuspide et partir sur une stratégie univentriculaire plutôt que d'essayer de réparer. Ou en tout cas, nous, on l'a eu fait de réparer la valve tricuspide, et exceptionnellement avec des bons résultats, mais l'indication se pose très rarement. À l'exception de la rupture du cordage que je vous ai montré, où là, c'est moins compliqué, mais c'est pas congénital, on va dire, c'est de la iatrogénie. Ça paraît logique parce que souvent on est dans un contexte d'atrésie pulmonaire associée, que ce soit une atrésie fonctionnelle ou organique. On est pratiquement dans le traitement de l'atrésie pulmonaire. Voilà. La deuxième question, faut-il faire un test génétique? On revient un peu en arrière chez les coactations. En général, quand on a une CIV associée, il faut faire l'analyse génétique parce que l'éventualité, en général, c'est une maladie conotroncale et donc les anomalies génétiques sont là et il faut faire l'étude génétique. Mais je pense qu'une coarctation isolée sans CIV, on ne fait pas d'anomalie génétique. Professeur d'études génétiques. Professeur nous dira, professeur Bonnet nous dira ce qu'il en pense. Sauf si c'est une petite fille de petite taille. Vous l'avez dit dans votre topo, il y a un seul truc, c'est les filles avec le syndrome de Turner. C'est ça. Ouais. Donc, vous l'avez bien indiqué, je pense que vous l'avez dit en prénatal, mais en prénatal, je pense que ça pose un vrai problème éthique. Le diagnostic prénatal du syndrome de Turner, c'est pas le lieu de le discuter ici. Mais par contre, en postnatal, c'est important chez une petite fille qui a une coarctation, de regarder pas ça, parce que sa vie va être un petit peu différente, pas sur le plan cardiaque, mais pour d'autres raisons. Damien, il y a une question qui est tombée, mais que je voulais aussi poser, c'est est-ce qu'il y a une explication à l'association de la non-compaction du VG avec la maladie d'Epstein sur le plan génétique? Il y a eu des... Alors, sur le plan génétique, sur le plan génétique, je n'en ai pas. Par contre, si on spécule, tout ça, ce sont des anomalies, je dirais, de développement du myocardique. C'est-à-dire qu'il faut entendre la malformation d'Epstein ou d'autres malformations, même l'atrésie pulmonaire inceptomatale ou certaines dysplasies tricuspides, comme des anomalies de développement myocardique. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai chevauchement pour un certain nombre de gènes entre, on va dire, cardiomyopathie ou aspect anatomique des ventricules et anomalies structurelles, que ce soit des valves ou les CIV, par exemple. Si vous êtes attentif, vous trouverez chez pas mal d'enfants qui ont de la non-compaction des petites communications interventriculaires. Et donc, on a ce genre de pistes. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde, dont un dans mon institution qui travaille sur le développement cardiaque précoce et qui sont capables de produire des souris avec des cardiomyopathies de différentes natures et des malformations associées pour un même gène, même mutant murin. Donc oui, il y a une logique à ça. Mais par contre, il n'y a pas de gène que je connaisse personnellement chez l'homme. Une question d'ordre un peu stratégie chirurgicale pour les Epstein qui sont, quand on sait que ce n'est pas un problème valvulaire uniquement, c'est un problème de tout le cœur droit, du ventricule droit en tout cas, avec un problème musculaire. Et souvent, le ventricule droit est défaillant dans les formes un peu classées D ou peut-être C de la classification de Carpentier. Donc, combien de proportions vous imaginez qu'on peut exclure le VD, enfin l'assister par une dérivation cavipulmonaire partielle? Est-ce que vous avez une idée sur cette stratégie? Oui, donc il y a
donc, dans les formes où tous les feuillets sont accolés, on va tout de suite aller vers une stratégie univentriculaire. Toute la difficulté, c'est que cette classification, c'est un spectre, hein, il y a une sorte de continuum. Donc, il ne faut pas non plus négliger la possibilité de faire ce qu'on appelle 1,5 ventricule, c'est-à-dire de pallier la cyanose par une dérivation cavo-pulmonaire partielle, et puis voir si le ventricule droit résiduel est capable, pendant la croissance de l'enfant, d'assurer la quasi-totalité du débit qui arrive par la veine cave inférieure. Donc ça, cette stratégie-là a été faite. Il y a aussi des chirurgiens qui ont mis au point des stratégies de réparation de la valve tricuspide par différentes techniques, que ce soit le cône ou les techniques précédentes, et en y associant une dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc c'est là où je pense que les nouvelles techniques d'imagerie, comme le 4D Flow, vont nous permettre de prédire un certain nombre de choses sur la vie. L'abandon complet du ventricule droit dans la malformation d'Epstein, c'est bien sûr une possibilité, hein, mais c'est les formes qu'on appelle SAC vulgairement, hein, type D, c'est vraiment pas fréquent. Hein. Mais dans votre pratique, est-ce que c'est des situations programmées ou bien c'est des solutions de sauvetage au bloc opératoire, impossibilité de sortir Ah non, je pense qu'il faut que ça soit toujours programmé. D'accord. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, qu'on soit obligé de faire une dérivation cavo-pulmonaire parce que ça n'a pas marché. Mais quand même, quand les enfants sont grands, la malformation d'Epstein, il faut se donner tous les moyens de prévoir ce qui va se passer. Donc, la mesure des volumes du ventricule, l'estimation des volumes résiduels. Donc, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se passer du scanner dans... Problème de connexion. Bah écoute, on va voir si on peut avoir la connexion comme ça au moins. Ouais. Je crois qu'on a perdu Damien. Et là, le président est en train de nous dire que la séance doit toucher à sa fin. On a encore envie de discuter, mais comme il y a encore des séances qui suivent, donc je remercie Dr Siham Zaimi pour son excellente présentation, professeur Damien Bonnet pour sa participation toujours brillante et on apprend beaucoup de choses. Merci à mes co-modérateurs, professeur Saïd Mouril et professeur Yahyaoui de Marrakech. Et je souhaite bon vent au congrès et plein de succès et de courage. Et à très bientôt, vivement nos retrouvailles en présentiel. À bientôt. Merci beaucoup Leïla, comme tu dis, vivement pour des retrouvailles en présentiel. En tout cas, je voudrais remercier le professeur Damien Bonnet, qu'on a perdu à la fin, donc il doit avoir un petit souci de connexion. Mais c'est toujours un plaisir de l'écouter et de s'enrichir un petit peu avec lui. Hein. Merci beaucoup à Siham Zaimi. Merci Saïd Mouril pour votre disponibilité, votre générosité. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aussi, Madame le professeur Leïla Haddour, un grand merci pour toi, hein, pour la qualité de la gestion. Donc, il y a eu un petit souci de départ dans cette session, mais il faut savoir que vous pouvez revoir toutes les sessions et toutes les communications et les présentations sur le mode replay que vous avez sur l'application ou sur le site dès demain, donc ils seront disponibles. Voilà, donc merci pour cette belle session de cardiologie pédiatrique et sans trop tarder, on va passer